Bien sûr. Voici la version entièrement remaniée et localisée de l'histoire, transposée dans un contexte français contemporain. La pluie n'était pas seulement mouillée. Elle était froide, d'un froid profond et invasif qui s'infiltrait jusqu'à mes os. Elle collait mes cheveux gris à mon crâne et coulait en ruisseaux sur mes joues, se mêlant aux larmes que je n'essayais plus de retenir. De l'autre côté de la rue, la maison brillait d'une lumière chaude et dorée. La maison de mon fils. Des rires. Faibles et assourdis par la vitre et le tambourinement de la pluie. S'en échappait. On aurait dit une fête. C'était une fête. Le 8e anniversaire de ma petite fille. Je serrais la petite boîte, légèrement humide, dans mes mains. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent. Celui que j'avais porté le jour de mon mariage. Celui que j'avais promis à Chloé quand elle serait assez grande. Je m'étais imaginé le passer autour de son petit cou. Ses yeux vifs levés vers moi. Un miroir des miens il y a toute une vie. La porte d'entrée s'ouvrit. Un rectangle de lumière éclatante perçant la pénombre. Une silhouette se tint là un instant. Puis la porte claqua avec un bruit sourd et final. Le son me frappa plus durement que le froid. C'était le son d'un dernier mot. D'une dispute terminée. D'une porte fermée non seulement sur une maison, mais sur une vie. Ma vie. Je restais là. Fantôme sous l'averse. Regardant ce petit monde chaleureux qui n'avait plus de place pour moi. Mon fils était là-dedans. Il savait que j'étais dehors. Et il ne faisait rien. Mais ça, c'était la fin. Pour comprendre la fin, il faut revenir au début. 6 mois plus tôt, lorsque le soleil réchauffait encore mon jardin et que mon monde avait encore un sens. Ma maison dans les Monts d'Or, juste à l'extérieur de Lyon, n'était pas seulement une maison. C'était une boîte à souvenirs. Chaque craquement du parquet était un murmure de mon défunt mari. François. Il avait construit les bibliothèques du salon de ses propres mains. Ses jointures toujours écorchées. Une trace de l'azur toujours sur sa joue. Je pouvais encore sentir la faible odeur de son tabac à pipe accroché au rideau de son bureau. Même si cela faisait 5 ans qu'il ne s'était pas assis dans son fauteuil en cuir usé. Nous avions mesuré la taille de notre fils David sur le chambranle de la porte de la cuisine. Une échelle de marque de crayon grimpant de plus en plus haut. Témoignage d'une enfance qui s'était évanouie en un clin d'œil. Ma vie était calme. Mais elle était pleine. J'avais mon jardin. Une profusion de rosiers tenaces et de marguerites joyeuses que je faisais éclore de la terre lyonnaise chaque printemps. J'étais bénévole 3 jours par semaine à la médiathèque municipale. L'odeur du vieux papier et de la colle à reliure étant un réconfort pour mon âme. Je connaissais les noms des habitués. Les étudiants qui venaient pour étudier au calme. Les jeunes mères cherchant des livres d'images. C'était un rythme simple. Prévisible. Et je l'aimais. Le véritable centre de mon univers. Cependant, était David. Et à travers lui, ma petite fille de 7 ans, Chloé. Mon cœur se serrait d'un amour féroce et protecteur pour cette petite fille. Avec les yeux pensifs de son père et son propre esprit vif et curieux. Mon fils était un homme bien. Un architecte de talent. Marié à une femme élégante et ambitieuse nommée Sandrine. Il vivait dans une villa d'architecte moderne et tentaculaire à Écully. Le genre de maison que l'on voit dans les magazines. Avec des murs blancs. Des angles vifs et pas un seul objet qui dépasse. C'était un monde à part de ma maison confortable et encombrée. Je vivais pour leur visite du dimanche. Dès que leur voiture entrait dans mon allée, je sentais un frisson d'anticipation. Chloé sortait de la voiture en trombe et courait dans mes bras. Son petit corps chaud sentant le soleil et le chewing-gum. David suivait. Me faisant une accolade qui semblait toujours un peu trop brève. Un peu trop pressée. Salut maman.
Comment ça va? Sandrine sortait en dernier. Une vision en pantalon tailleur et coiffure parfaite. Un sourire poli figé sur son visage. Hélène? Il ne fallait pas vous donner tout ce mal? Disait-elle. Même si je n'avais préparé qu'une citronnade et des biscuits. Ce dimanche de mai particulier commença comme tous les autres. Chloé me montrait un dessin qu'elle avait fait à l'école. Un tourbillon coloré d'une princesse et d'un dragon. Je lui racontais l'histoire du médaillon que je portais. Celui-là même que je tenais maintenant sous la pluie. Quand tu seras une grande fille, mamie te le donnera, dis-je. Et elle rayonna. David nous regardait. Un sourire doux et nostalgique sur le visage. Mais les yeux de Sandrine parcouraient mon salon. Et je vis son regard s'attarder sur une auréole d'eau sur la table basse. Une pile de vieux magazines. Le motif floral délavé du canapé. J'avais déjà vu ce regard. C'était un regard d'évaluation? De jugement. Après que Chloé fut sortie en courant pour chasser un papillon, Sandrine s'assit en face de moi. Sa posture parfaite. Hélène? Commença-t-elle? Sa voix douce comme de la soie. David et moi avons discuté. Je sentis un petit flottement nerveux dans mon estomac. C'était le ton qu'elle utilisait avant de suggérer que je me fasse une coupe de cheveux plus moderne, ou que je devrais vraiment remplacer ma vieille et fiable berline. Nous nous inquiétons pour vous. Continua-t-elle, cherchant le soutien de David du regard. Il hocha la tête, son expression passant de douce à sérieuse. Toute seule dans cette grande maison. L'entretien? Les escaliers. C'est beaucoup pour une seule personne. Oh. Je me débrouille très bien, dis-je rapidement. Madame Martin, ma voisine, m'aide pour les gros travaux? Et j'aime bien bricoler. Bien sûr que vous vous débrouillez, dit Sandrine. Son sourire ne faiblissant jamais. Vous êtes formidable. Mais nous pensons avoir une meilleure solution. Une solution merveilleuse? En fait. David se pencha en avant, prenant ma main. La sienne était chaude et forte. Maman. Nous venons de terminer l'extension de notre maison. Nous avons conçu une magnifique suite indépendante. Elle a sa propre entrée. Une petite cuisine. Un salon. C'est complètement privé. Mais tu serais juste là. Avec nous. Avec Chloé. Ajouta Sandrine. Sa voix baissant jusqu'à un murmure complice. Imaginez pouvoir la voir tous les jours. Plus besoin de traverser la ville en voiture. Vous pourriez prendre le petit déjeuner avec elle. Lui lire une histoire avant de dormir. Les mots étaient un leurre. Un appât doux et irrésistible. L'image fleurit dans mon esprit, le visage radieux de Chloé chaque matin. Sa petite main dans la mienne sur le chemin de l'école. La solitude qui s'insinuait parfois durant les longues soirées s'évanouirait. Mais cette maison. Mes yeux parcoururent la pièce, se posant sur la photo encadrée de François et moi sur la cheminée. Nous étions jeunes, riants, debout sur le porche de cette même maison le jour où nous l'avions achetée. La vendre me semblait une trahison. C'était comme emballer François dans un carton et le mettre au garde-meuble. Je ne sais pas, murmurai-je, la voix étranglée par l'émotion. C'est ma maison. C'est tout ce qui me reste de ton père. David serra ma main. Papa voudrait que tu sois heureuse? Maman. Il voudrait que tu sois en sécurité et qu'on s'occupe de toi. Il ne voudrait pas que tu sois seule. Il me regarda. Ses yeux sincères et suppliants. Nous te voulons avec nous. Je te veux avec nous. C'était ça. C'était la phrase qui scella mon destin. Mon fils me voulait. Comment pouvais-je dire non à cela? Les objections pratiques.
Les attachements sentimentaux. Tout s'estompa face à ce besoin simple et puissant. Être voulu par mon enfant. Alors j'ignorais le nœud serré d'appréhension dans ma poitrine. J'ignorais la petite voix d'avertissement qui ressemblait étrangement à celle de François. Je regardais le visage plein d'espoir de mon fils. Le sourire triomphant de Sandrine. Et je hochai la tête. D'accord. Dis-je. Le mot sonnant étranger sur ma langue. D'accord. Je le ferai. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de cartons et de décisions douloureuses. Chaque objet que je touchais portait une histoire. La tasse à thé ébréchée que François m'avait achetée dans un vide-grenier. L'exemplaire usé de Bonsoir Lune que j'avais lu à David 1 millier de fois. Trier les souvenirs de toute une vie. C'était comme peler les couches de ma propre peau. Sandrine essaya d'aider. Ce qui consistait principalement à pointer du doigt mes biens les plus chers en les qualifiant de « vieillerie ». Vous n'aurez pas besoin de ce vieux truc dans le nouvel endroit. Hélène. Tout est neuf et intégré, disait-elle joyeusement, désignant ma robuste table de salle à manger en chêne. Elle engagea une société de débarras qui fondit sur ma maison comme des vautours, étiquetant et évaluant les fragments de ma vie. David était principalement absent pendant ce processus, absorbé par un gros projet au travail. Quand il était à la maison, il évitait les pièces remplies de cartons. Son malaise palpable. C'est pour le mieux. Maman, disait-il en me tapotant l'épaule avant de disparaître dans son bureau. Je me disais qu'il était juste occupé. Je me disais que c'était dur pour lui aussi. Je m'accrochais à la promesse de la nouvelle vie. À la présence quotidienne de Chloé. Au sentiment de faire à nouveau partie d'une famille. Le jour où je remis les clés à l'agent immobilier, je fis une dernière promenade dans les pièces vides. Les échos étaient assourdissants. Les marques de crayon sur le chambranle de la porte avaient été repeintes. L'odeur de la pipe de François avait disparu, remplacée par l'odeur stérile des produits de nettoyage. La maison n'était plus une boîte à souvenirs. C'était juste une coquille vide et creuse. Je pleurais tout le long du trajet jusqu'à la maison de David et Sandrine. Mais en entrant dans leur allée immaculée, je vis Chloé qui attendait sur les marches, le visage pressé contre la vitre de la porte d'entrée. Elle jaillit et courut vers ma voiture dès que je m'arrêtai. « Mamie, tu es là. Tu vas vivre avec nous pour toujours. » cria-t-elle. Sa voix pure joie. Son étreinte fut un baume sur mon cœur à vif. En la tenant, je levai les yeux vers la maison moderne et élégante. Ce serait ma maison maintenant. J'en ferais un foyer. Pour Chloé. Pour David. Je ferais en sorte que ça marche. Je le devais. La suite était exactement comme il l'avait décrite, immaculée. Moderne et totalement sans âme. Les murs étaient d'un gris stérile. Le mobilier était minimaliste et inconfortable. Il y avait une petite kitchenette rutilante avec une plaque à induction que je ne savais pas utiliser. C'était beau. Je suppose. Comme une chambre d'hôtel est belle. C'était un espace conçu pour une personne. Mais il n'avait aucune personnalité. Aucune histoire. Aucune âme. Sandrine avait déjà pris la liberté de déballer les quelques cartons d'effets personnels que j'avais apportés. Mes photos de famille étaient disposées dans des cadres modernes et stériles sur une étagère flottante. Ma lampe de lecture préférée était introuvable. Je vous en ai acheté une nouvelle qui s'accorde avec le décor, annonça Sandrine d'un ton enjoué, désignant une lampe en métal à l'allure sévère dans le coin. N'est-ce pas chic? C'est charmant. Mentis-je. Le cœur serré. Je sentis une panique monter. Ce n'était pas mon espace. C'était juste un coin de leur espace, décoré selon leurs règles. Bon. Nous avons quelques petites règles de la maison. Juste pour que tout se passe bien, dit Sandrine.
Passant à son ton professionnel. Nous sommes très structurés ici. Surtout pour le bien de Chloé. Le petit déjeuner est à 7h30 précise. Pas de grignotage dans le salon, le canapé est en cuir italien. Et nous essayons de limiter le bruit de la télévision le soir. Car cela peut être dérangeant. Elle me tendit une feuille de papier plastifié. Un planning. Il détaillait tout. Des heures de repas à la liste des goûters approuvés, pour Chloé. En passant par les heures de calme. Je le fixais. Me sentant comme une nouvelle employée le premier jour d'un travail pour lequel je n'avais jamais postulé. Je cherchais David du regard. Espérant un coup d'œil rassurant. Un clin d'œil qui dirait, ne t'inquiète pas. C'est juste Sandrine. Mais il était occupé à aider Chloé avec son nouveau jeu de Lego par terre. Le dos tourné vers moi. Il se retirait déjà dans son propre monde. Me laissant naviguer dans ce nouveau territoire étranger avec sa femme. Cette première nuit. Je restais éveillée sur le matelas étrange et ferme. Écoutant les bruits inhabituels de la maison. Il n'y avait pas de craquement confortable de vieux bois. Pas de doux soupir de la maison qui se tasse. Il n'y avait que le bourdonnement électronique bas de la climatisation et le son lointain et étouffé de la télévision de David et Sandrine. Je ressentis un profond sentiment de dislocation. Comme si j'avais été débranchée de ma propre vie et branchée sur celle de quelqu'un d'autre. Je serrai l'oreiller et fermai les yeux. Imaginant ma petite maison. Mon jardin. Mon fauteuil usé. J'avais abandonné mon royaume. Un endroit où j'étais reine. Pour une petite pièce grise et stérile dans le château de quelqu'un d'autre. Et je commençais déjà à me sentir comme une prisonnière. La première semaine fut une masterclass pour sourire à travers des dents serrées. Je me disais que c'était une période d'ajustement. D'adaptation. J'étais l'invitée. La nouvelle venue. C'était à moi de m'adapter. D'être flexible. De me fondre dans le décor. Mais chaque tentative que je faisais pour me tailler une petite place dans cette maison était accueillie par une correction douce mais ferme de la part de Sandrine. Ma cuisine. Autrefois une source de fierté et un langage d'amour. Devint un point de discorde. Un matin. Je me levai tôt. Le souvenir des petits déjeuners du week-end avec un jeune David frais dans mon esprit. Je décidai de faire mes fameuses gaufres maison. Le rituel familier de tamiser la farine et de battre les œufs était un réconfort. Un petit acte de rébellion contre la grisaille stérile de ma suite. L'odeur emplit bientôt la cuisine. Chaude et sucrée. Chloé fut la première à apparaître. Le nez frétillant. Des gaufres? Mamie! S'écria-t-elle. Grimpant sur un tabouret de cuisine. Puis Sandrine entra. Vêtue d'une élégante tenue de sport. Elle s'arrêta net. Ses sourcils parfaitement dessinés se haussant. Hélène. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je fais juste quelques gaufres pour le petit déjeuner. Dis-je. Essayant de garder ma voix légère. Elle s'approcha du comptoir et prit le sac de farine. Le tenant entre deux doigts comme s'il était contaminé. Oh. C'est juste que. Nous n'utilisons pas vraiment de farine blanche. Ni de sucre raffiné. David et moi essayons de réduire les glucides simples. Et Chloé a une sensibilité au gluten que nous surveillons. Je n'avais jamais entendu dire que Chloé avait une sensibilité au gluten. Elle avait mangé mes biscuits et mes gâteaux toute sa vie avec pour seule réaction un sourire heureux et collant. Je peux lui préparer un smoothie avec du cal et de la spiruline? Dit Sandrine. Sortant déjà un mixeur surpuissant d'un placard. Elle se tourna vers moi. Son sourire une chose brillante et dure. C'est si gentil de votre part de vouloir cuisiner. Hélène? Mais vous n'êtes pas obligée. Vraiment. J'ai un plan de repas tout tracé pour la semaine. Cela rend les choses tellement plus simples. David arriva quelques minutes plus tard. Attiré par l'odeur.
Des gaufres? Ça sent comme mon enfance, dit-il en me souriant. Pendant un instant, mon cœur s'allégea. Mais Sandrine lui tendit un grand smoothie vert. Tiens, chérie. Beaucoup plus sain. Souviens-toi de ce que le docteur Martin a dit à propos de ton cholestérol. David prit le smoothie sans protester. Il jeta un coup d'œil à la pile de gaufres dorées que j'avais placée sur une assiette. Une lueur de quelque chose de la nostalgie? Du regret? Dans ses yeux. Puis elle disparut. Elle a raison. Maman. On doit faire attention. Il but une grande gorgée de sa boisson verte. Je jetai discrètement le reste des gaufres dans le bac à compost que Sandrine m'avait indiqué. Chloé, voyant les gaufres disparaître, semblait sur le point de pleurer. Mais un regard acéré de sa mère la fit siroter son propre petit smoothie vert en silence. Je sentis un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du matin. On ne se contentait pas de me corriger. On m'effaçait. Mes traditions, les saveurs mêmes de l'histoire de ma famille, étaient systématiquement remplacées. La bataille pour le temps de Chloé était plus subtile, mais bien plus douloureuse. Nos après-midi ensemble avaient été mon encre. Nous avions nos rituels. Nous lisions l'exemplaire usé et bien-aimé du Petit Prince qui avait appartenu à David. Nous faisions un puzzle ensemble sur le sol de ma suite. Des choses simples. Un après-midi. Alors que je tendais la main vers le livre, Sandrine entra en trombe. Chloé. Ma chérie. Regarde. Une surprise. Elle brandit une tablette. Son écran brillant. Elle est pleine de jeux d'éveil cognitif pour améliorer le développement. Chloé, comme n'importe quel enfant de 7 ans, fut hypnotisée par les lumières clignotantes et les sons. Elle laissa tomber la pièce de puzzle qu'elle tenait et se précipita vers sa mère. Je regardais Sandrine lui montrer comment tracer des lettres sur l'écran. C'est mieux que ces vieux livres poussiéreux. N'est-ce pas? Ma chérie? Dit Sandrine. Sans me regarder. Le Petit Prince me parut lourd dans mes mains. Ce n'était pas juste un livre. C'était un héritage. Il parlait de choses qui deviennent réelles par l'amour. Une leçon qui, je le sentais, était activement désapprise dans cette maison. Je reposai doucement le livre sur mon étagère. Chloé ne le remarqua pas. Elle était déjà perdue dans le monde lumineux de son nouvel appareil, le front plissé de concentration. J'avais été remplacée par une application. J'ai essayé de parler à David. J'ai attendu un jeudi soir où Sandrine était à un dîner de gala immobilier. Je l'ai trouvé dans son bureau, fixant attentivement un plan sur son grand écran d'ordinateur. Les lignes à l'écran étaient aussi nettes et précises que le reste de sa maison. David? Dis-je doucement depuis le seuil. Il leva les yeux. Surpris. Oh. Salut maman. J'essaie juste de finir ce projet. Le message était clair, je suis occupée. Je ne prendrai qu'une minute, dis-je en entrant. Je m'assis sur l'unique chaise inconfortable en face de son bureau. Je voulais te parler de comment les choses se passent. Il se pencha en arrière, se frottant les yeux. L'image d'un mari fatigué et surmené. Est-ce que tout va bien? La suite est confortable? La suite est très bien. Ce n'est pas ça. Je pris une profonde inspiration. David. J'ai l'impression d'être toujours de trop. Comme si je faisais tout de travers. Sandrine a tellement de règles. Il soupira. Un son long et las qui me crispa les nerfs. Maman. Sandrine est juste organisée. Elle aime que les choses soient d'une certaine manière. C'est comme ça qu'elle arrive à jongler avec sa carrière.
La maison et tout le reste. Ce n'est pas personnel. Ça semble personnel? Insistai-je. Ma voix tremblant légèrement. Ça semble personnel quand elle jette la nourriture que je prépare. Ça semble personnel quand elle me dit que les livres que je lis à Chloé sont vieux et poussiéreux. Je me sens comme une étrangère ici. J'ai vendu ma maison pour être avec vous. Pour être avec ma famille. Mais je ne me suis jamais sentie aussi seule. Il fixait son écran d'ordinateur, refusant de croiser mon regard. Ses doigts tapaient un rythme agité sur son bureau. Je pense que tu es un peu trop sensible, dit-il finalement. Sa voix plate. C'est un grand changement pour nous tous. Il faut juste que tu laisses le temps faire son œuvre. Essaie de voir les choses de son point de vue. Elle essaie juste de nous construire un foyer parfait. Un foyer parfait. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Froid et tranchant. Un foyer parfait où mes gaufres étaient du poison. Mes livres des reliques. Et ma présence un problème à gérer. Son refus de reconnaître mes sentiments. D'offrir ne serait-ce qu'une once de validation. Était pire que toutes les règles de Sandrine. C'était un rejet. Il n'était pas seulement un fils silencieux. Il prenait activement son parti, me disant que ma douleur n'était pas réelle. Je vois, dis-je. Ma voix à peine un murmure. Je me levai. Le magnifique bureau minimaliste me parut soudain une cage. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Il ne répondit pas. Il continua simplement à fixer les lignes nettes et parfaites sur son écran. Je retournai dans ma suite. Le court trajet dans le couloir me semblant long de plusieurs kilomètres. Je fermai ma porte et le loquet s'enclencha avec un son doux et final. Le son d'une frontière qui se dessine. Je regardai autour de moi la pièce grise. Les meubles chics et inconfortables et les photos stériles dans leurs cadres assortis. Il n'y avait pas de chaleur ici. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait que l'efficacité silencieuse et bourdonnante du « foyer parfait » de Sandrine. J'avais fait une terrible erreur. J'avais échangé une vie que j'avais moi-même construite. Une vie remplie de l'amour désordonné et imparfait du souvenir. Contre ceci. Cette existence stérile et réglementée où l'on attendait de moi que je sois reconnaissante d'avoir une chambre pour dormir. De ma fenêtre, je pouvais voir un coin du jardin. Ce n'était pas un jardin? Pas vraiment. C'était ce que les architectes paysagistes appellent un « aménagement minéral ». Un patio en ardoise grise. Quelques graminées ornementales parfaitement placées qui se balançaient raidement dans la brise. Et une fontaine qui ruisselait avec un son monotone et programmé. Il n'y avait pas de rosiers exubérants. Pas de joyeuses marguerites. Il n'y avait pas de vie. Seulement du design. C'était une métaphore parfaite de ma nouvelle réalité. J'avais pensé emménager avec ma famille. Mais j'avais simplement été acquise. Un nouveau meuble à placer dans un endroit désigné. À épousseter. À gérer et à maintenir dans le rang. Et mon fils. Le garçon dont les marques de croissance étaient encore gravées dans ma mémoire sur un chambranle de porte. En était l'architecte. Il restait là. Silencieux et docile. Pendant que sa femme démantelait lentement. Méthodiquement. Mon propre sens de l'identité. L'espoir auquel je m'étais si désespérément accroché avait disparu. Remplacé par une certitude froide et dure, je n'avais pas ma place ici. Je n'étais pas désiré. J'étais un problème. La fête était un spectacle de perfection organisée. Le jardin avait été transformé en un pays des merveilles éthérées de rubans pastels. De guirlandes lumineuses scintillantes et de mousses artistiquement arrangées. Une jeune femme déguisée en reine des fées menait un groupe de fillettes de 8 ans surexcitées dans une série de jeux mignons et organisés. Les parents se tenaient en petits groupes élégants, sirotant des cocktails aux couleurs pastel et faisant des commentaires élogieux sur le décor. Sandrine se déplaçait parmi eux. Une hôtesse radieuse et souriante.
Chacun de ses gestes témoignant de son goût sans faille et de son contrôle sans effort. David jouait son rôle. Lui aussi. Il était aux commandes du barbecue high-tech, retournant des mini-burgers bio et fermiers. Il souriait. Il riait. Il discutait avec les autres pères de l'entretien des pelouses et de portefeuilles d'action. Pour un étranger, il formait la famille parfaite, menant une vie parfaite dans leur maison parfaite. Je regardais depuis le seuil, un fantôme gris en marge de ce tableau vibrant. Je me sentais à des millions de kilomètres. Je voyais Chloé au centre de tout cela, le visage maquillé de paillettes, une couronne de fleurs en soie sur la tête. Elle riait. Mais de temps en temps, ses yeux croisaient les miens, et elle me faisait un petit signe secret. C'était mon carburant. C'était la raison pour laquelle je me tenais là. Le cœur battant nerveusement contre mes côtes, attendant le bon moment. Finalement, le moment arriva. La reine des fées annonça qu'il était temps de manger le gâteau. Sandrine frappa dans ses mains avec un plaisir étudié et disparut dans la maison. Je savais que c'était mon signal. Je me glissai dans ma suite. Le gâteau au chocolat était posé sur mon petit comptoir. Un monument à l'amour. Sombre. Riche. Et fièrement brun. Il était lourd. Solide. Réel. Je pris une profonde inspiration. Soulevai le plat et sortis de ma suite en direction de la terrasse. J'émergeai au soleil au moment exact où Sandrine sortait de la cuisine principale. Elle portait une pâtisserie qui semblait appartenir à un musée. C'était un chef-d'œuvre à 3 étages de rose et de vert pastel, orné de délicates fleurs comestibles et d'une figurine de fée scintillante sur le dessus. C'était à couper le souffle. C'était parfait. Et c'était complètement dépourvu de chaleur ou d'histoire. Nos regards se croisèrent à travers la terrasse. Pendant un instant, le monde sembla ralentir. Les rires des enfants, le murmure des adultes, tout s'estompa en un faible bourdonnement. C'était une confrontation. Moi, avec mon humble offrande d'amour faite maison, et elle, avec son symbole de statut social fabriqué par un professionnel. Elle posa son gâteau sur la table principale avec un clic sec et délibéré. Puis elle se dirigea vers moi. Elle ne se pressait pas. Ses pas étaient lents, mesurés et pleins de menaces. Le sourire sur son visage avait disparu, remplacé par un calme glacial. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» murmura-t-elle. Sa voix une fléchette empoisonnée destinée à moi seule. « C'est le gâteau d'anniversaire de Chloé. » dis-je. Ma propre voix étonnamment stable. C'est celui que je lui fais toujours. Je vous l'ai dit. Siffla-t-elle. Les yeux flamboyants. Ce gâteau ne correspond pas au thème. Il est laid. Il n'a pas sa place ici. Il ne s'agit pas du thème. Sandrine. Dis-je. Serrant plus fort le plat. Il s'agit de tradition. Il s'agit de famille. Quelques parents à proximité commençaient à remarquer la tension. Les conversations s'essoufflèrent. Les têtes se tournèrent. Sandrine le vit. Et un éclair de fureur traversa son visage. Sa fête parfaite était menacée. Son contrôle lui échappait. La famille ? dit-elle. Sa voix s'élevant juste assez pour que d'autres l'entendent, teintée d'une note d'incrédulité théâtrale. Vous voulez parler de famille ? Vous, qui me sabotez à chaque instant ? Vous, à qui on ne peut pas faire confiance pour surveiller mon enfant une seule heure sans provoquer un désastre ? Vous, qui êtes un poids constant et lourd pour toute cette maison ? La nature publique de l'attaque était stupéfiante. Mon visage s'empourpra. Je pouvais sentir les regards curieux et apitoyés des étrangers. Je regardai par-delà Sandrine, cherchant David.
Il se tenait près du barbecue, spatule à la main. Figé. Il regardait toute la scène se dérouler. Le visage pâle et flasque d'indécision. Il ressemblait à un homme regardant un accident de voiture. Paralysé et inutile. Donnez-moi ce gâteau. Hélène, ordonna Sandrine en tendant la main. Je secouai la tête. Non. Ce simple mot. Ce petit acte de défi. Fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Son visage se tordit en une grimace de rage pure. Elle fit 2 pas rapides en avant et, avant que je puisse réagir, elle m'arracha le plat des mains. Le poids la surprit, et il pencha dangereusement. Pendant 1 seconde, je crus qu'elle allait simplement l'emporter. Mais elle ne le fit pas. D'un mouvement sec et délibéré, elle se retourna et se dirigea vers la grande poubelle ouverte qui avait été sortie pour les déchets de la fête. Et sans un instant d'hésitation, elle renversa le plat. Mon gâteau, la recette de ma mère. L'enfance de David. La tradition de Chloé glissa de l'assiette et atterrit dans la poubelle avec un bruit sourd et écœurant. Il resta là. Sur des assiettes en carton usagé et des serviettes jetées. Son glaçage au chocolat noir ressemblant soudain à de la boue. Un hoquet collectif parcourut les invités de la fête. Tout s'arrêta. Les enfants se turent. La reine des fées semblait horrifiée. Je fixai la poubelle. Incapable de réaliser ce qui venait de se passer. C'était si gratuitement cruel. Si profondément symbolique. Elle n'avait pas seulement jeté un gâteau. Elle avait jeté mon amour. Mon histoire. Ma valeur. Elle m'avait jeté à la poubelle devant le monde entier. Je sentis une vague de colère si pure et si chaude qu'elle brûla ma peur. Je me tournai vers elle. Comment avez-vous pu? Dis-je. Ma voix tremblant d'une rage que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Comment osez-vous? Comment j'ose? Hurla-t-elle. Toute prétention de contrôle disparut. C'est ma fête. C'est ma maison. Et vous êtes en train de la gâcher. Vous gâchez tout avec vos bêtises sentimentales. Vieille et poussiéreuse. J'en ai marre. J'en ai marre de vous. Puis vinrent les mots qui allaient résonner dans ma tête pour toujours. Sortez. Cria-t-elle. Le visage déformé. Sortez de ma maison. Maintenant. Le monde se rétrécit à cet ordre unique et horrible. Je restai là. Tremblante. Mes mains vides encore formées comme si elles tenaient le plat. Et puis je fis la seule chose que je pouvais faire. Je regardai mon fils. Il était toujours là. Près du barbecue. Il n'avait pas bougé d'un muscle. Son visage était cendré. Ses yeux étaient grands ouverts d'une terreur entièrement égoïste. Il ne regardait pas le gâteau dans la poubelle. Il ne regardait pas la rage hystérique de sa femme. Il me regardait. Mes yeux le suppliaient. Dis quelque chose. S'il te plaît. Arrête ça. Je suis ta mère. Dis quelque chose. Nous fûmes enfermés dans ce regard pendant une éternité qui ne dura probablement que 3 secondes. Je vis la lutte dans ses yeux. Je vis la lueur de la honte. L'éclat du devoir filial en guerre avec sa peur profonde de sa femme. Je le vis ouvrir la bouche. Comme pour parler. Et puis il la referma. Il baissa les yeux vers le sol. Il tourna légèrement la tête, regardant un carré de pelouse parfaitement entretenu comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Il ne dit rien. Il ne fit rien. Il resta simplement là. Et laissa faire. Son silence fut plus assourdissant que les cris de Sandrine. C'était un coup de feu dans le silence de mon cœur. C'était un verdict final. Irrévocable. Il avait fait son choix. Dans l'épreuve ultime. Alors que j'étais humiliée et chassée. Mon fils.
Mon unique enfant. Le garçon que j'avais élevé. Aimé et pour qui je m'étais sacrifié. M'a tourné le dos. La force qui m'avait envahi quelques instants plus tôt disparut, laissant derrière elle un vide froid et creux. Les regards des invités. Le halètement furieux de Sandrine. La vue du gâteau dans la poubelle, tout se fondit en un brouillard gris de douleur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'étais au-delà de ça. Une partie de moi venait de mourir. Là. Sur les dalles immaculées de la terrasse. Et il ne restait plus de larmes pour elle. Je me retournai. Sans un mot de plus. Et rentrai dans la maison. Je traversai le salon. Passai devant le canapé blanc. Et descendis le couloir jusqu'à ma suite grise. Mes jambes me semblaient de plomb. Mais elles bougeaient avec une étrange détermination engourdie. On m'avait donné un ordre. On m'avait jeté dehors. Et mon fils avait regardé faire. Il n'y avait plus rien d'autre à faire qu'obéir. Dans le silence stérile de ma suite, le monde bascula. Le choc était une chose physique. Une vague froide qui me submergea, laissant mes membres lourds et déconnectés. Mes mains tremblaient. Non plus de rage, mais d'un choc profond. Sismique. Je regardais autour de la pièce la lampe minimaliste. Les cadres photos assortis. Les murs gris et je la vis pour ce qu'elle était, une salle d'attente. Un endroit où j'avais été temporairement entreposé jusqu'à ce que ma présence devienne trop gênante. Je pouvais encore entendre les faibles et maladroits murmures provenant du jardin. La fête se mourait. J'imaginais les adieux précipités. Les parents rassemblant leurs enfants. Désireux d'échapper aux nuages suffocants de laideur domestique dont ils venaient d'être témoins. J'imaginais Sandrine essayant de sauver la situation. Son sourire cassant. Sa voix tendue. J'imaginais David. Toujours debout près du barbecue. Une statue de lâcheté. Je n'avais pas de plan. Mon esprit était un blizzard de douleur et d'humiliation. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas passer une seconde de plus dans cette maison. L'ordre de Sandrine de « sortir » n'était plus une menace. C'était une bouée de sauvetage. C'était la seule voie possible. Machinalement. Je sortis ma vieille valise du haut du placard. Celle avec laquelle j'étais arrivée. Pleine d'espoir. Les fermoirs s'ouvrirent avec un clic qui sembla résonner dans la pièce silencieuse. Que prépare-t-on quand sa vie vient d'exploser? Je ne pris pas les vêtements chics et modernes que Sandrine m'avait aidé à acheter. Je pris les vieilles choses confortables qu'elle avait jugées démodées. Mon cardigan usé. Mes chaussures plates. Je contournai les cadres stériles sur le mur et allai au tiroir où j'avais caché les vraies photographies. Celles aux bords cornés et aux couleurs passées. Une photo de François et moi en lune de miel. Une photo de David. 7 ans et les dents du bonheur. Brandissant fièrement une guirlande de poissons. Je les glissai dans mon sac à main comme s'il s'agissait de bijoux précieux. Mes mains bougeaient automatiquement. Mais mon esprit rejouait ce moment sur la terrasse. Encore et encore. La vue du gâteau dans la poubelle. Le visage déformé de Sandrine. Et celui de David. La façon dont il s'était détourné. C'était l'image qui brûlait derrière mes yeux. Ce n'était pas la cruauté de Sandrine qui m'avait brisé. Je m'y attendais. C'était le silence de David. Son abdication totale et absolue. Il n'avait pas seulement manqué à me protéger. Il avait activement participé à mon expulsion par son inaction. Il avait tenu la porte ouverte à mon humiliation. Je trouvai la petite boîte en velours contenant le médaillon en argent que j'avais voulu donner à Chloé. Mes doigts tâtonnèrent avec le fermoir. Je l'ouvris et regardai l'argent délicat et terni. Un cadeau que je ne pourrais jamais offrir. Une promesse que je ne pourrais jamais tenir. Je refermai la boîte d'un coup sec et la mis dans mon sac à main avec les photos.
Je n'avais pas grand-chose. Ma vie avait été condensée en quelques cartons lorsque j'avais déménagé. La plupart de mes biens avaient été vendus. Jugés, encombrants. J'avais mes vêtements. Quelques livres. Mes papiers personnels et le contenu de mon sac à main. Je fermai la valise. Elle semblait pathétiquement légère. Une vie de 70 ans. Emballée en 20 minutes. Je sortis de la suite et descendis le couloir. La maison était maintenant étrangement silencieuse. La fête était terminée. À travers les portes vitrées de la terrasse, je pouvais voir Sandrine parler au téléphone. Le dos tourné, faisant les 100 pas avec fureur. David était introuvable. Il se cachait probablement dans son bureau, pensant sa honte. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, j'entendis une petite voix. Mamie. Je me retournai. Chloé se tenait en haut des escaliers, le visage pâle sous les paillettes qui s'estompaient. Sa couronne de fée était de travers. La joie de son anniversaire avait été volée, remplacée par une confusion et une peur qui me déchiraient le cœur. « Où vas-tu avec ta valise ?» demanda-t-elle. Sa voix petite et tremblante. Je regardai ma petite fille. Et pour la première fois depuis que j'étais rentrée, je sentis la piqûre des larmes. C'était la vraie victime de tout cela. Cet enfant innocent, pris entre les feux des pathologies adultes. Que pouvais-je dire? Ta mère m'a mise à la porte? Ton père l'a laissé faire? Je ne pouvais pas la charger de cette vilaine vérité. Alors je lui en donnai une version qu'elle pourrait comprendre. Je vais rester chez une amie pendant un petit moment. Ma chérie. Dis-je. La voix épaisse. Mais. Tu habites ici maintenant? Dit-elle. Le front plissé. Tu habites avec nous pour toujours. Tu l'as promis. Je sais. Mon amour. Je m'approchai du bas de l'escalier et levai les yeux vers elle. Mais parfois, les plans des adultes changent. Mais je t'aimerai toujours. Toujours. Ne l'oublie jamais. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je ne veux pas que tu partes, murmura-t-elle. Mon cœur se brisa en 1 million de petits morceaux. C'était l'adieu qui comptait. C'était la partie insupportable. Je voulais monter les escaliers en courant et la serrer dans mes bras. Lui dire que tout irait bien. Mais je savais que ce ne serait pas le cas. Et je savais que si Sandrine nous trouvait, elle ne ferait que rendre la scène plus laide. Sois sage avec ta maman et ton papa. Dis-je. Les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je t'aime. Ma puce. Je me tournai et sortis par la porte d'entrée avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Avant que ma propre résolution ne s'effondre complètement. Je ne voulais pas que ma dernière image d'elle soit celle de ses pleurs en haut des escaliers. Seule. L'air du soir était frais sur mon visage brûlant. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances criardes d'orange et de violet. La rue était calme. Les maisons des voisins brillant de lumière domestique paisible. On se serait cru sur une autre planète que celle que je venais de quitter. Je n'avais pas ma voiture. Je l'avais vendue en déménageant. Sur l'insistance de Sandrine qui la considérait comme une dépense inutile. Je me mis à marcher, tirant ma petite valise derrière moi. Les roues cliquetaient sur le pavé parfait de la rue de banlieue. Je n'avais pas de destination. J'avais mon téléphone et mon portefeuille. Mais mon esprit était vide. Où va une femme de 70 ans avec une seule valise au crépuscule? Il n'y avait qu'une seule personne à qui je pouvais penser. Un seul endroit où je pourrais être la bienvenue. Éléonore. La marche fut longue. Plus de 3 kilomètres. Mon bras me faisait mal à force de tirer la valise. Mes pieds, dans leurs chaussures confortables mais pas faites pour la randonnée, commencèrent à me faire souffrir.
Chaque pas était un petit rappel douloureux de ma nouvelle réalité. J'étais sans abri. J'étais chassée. J'étais seule. Au moment où je tournais dans mon ancienne rue, la nuit était tombée. Les lampadaires projetaient de longues ombres solitaires. Les maisons étaient familières, mais elles semblaient différentes maintenant, vues de la perspective d'une exilée. Quand je vis ma vieille maison, une nouvelle vague de chagrin me submergea. La voiture d'une nouvelle famille était dans l'allée. Des lumières étaient allumées dans le salon où François et moi avions passé tant de soirées. C'était une vie qui n'était plus la mienne. Une porte que je ne pouvais plus ouvrir. J'atteignis enfin la maison d'Éléonore. La lumière de son porche était allumée. Un phare accueillant dans la pénombre. Je restai un long moment sur son seuil. Ma valise à côté de moi comme un chien errant. J'étais rempli d'un profond sentiment de honte. J'avais échoué. Ma grande expérience de la vie de famille s'était soldée par un désastre total. Je levai ma main tremblante et sonnai à la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Éléonore se tenait là en robe de chambre. Un livre à la main. Son visage afficha la surprise. Puis une profonde et immédiate inquiétude en voyant mon apparence, mon état débraillé. Mon visage strié de larmes. La valise posée à mes côtés. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Elle ouvrit simplement la porte plus grand. Oh. Hélène, dit-elle. Sa voix pleine d'une compassion dont j'avais été privée. Ma pauvre. Ma chère. Entrez. Entrez tout de suite. Je franchis son seuil. Et alors que la porte se refermait derrière moi, m'isolant de la nuit froide et du monde qui m'avait rejeté, je lâchai enfin prise. Un sanglot rauque me déchira. Un son d'une désolation si totale qu'il m'effraya. Je m'effondrai contre le cadre de la porte, la valise tombant avec un bruit sec. Et je pleurais. Je pleurais pour ma maison perdue. Pour mon fils perdu. Pour ma vie perdue. Je pleurais jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Seulement la douleur sèche et râpeuse d'un cœur qui avait été irrémédiablement brisé. La maison d'Éléonore m'enveloppa comme une couverture chaude. C'était l'antithèse de la maison de David et Sandrine, encombrée, confortable et pleine de caractère. Chaque surface racontait une histoire, une collection de tasses à thé dépareillées. Des piles de livres bien lus. Des photos d'enfants et de petits-enfants débordant de leur cadre. Elle sentait le produit à polir au citron. Le vieux papier et une vie vécue à bras ouverts. Elle me conduisit à sa chambre d'amis. Une petite pièce joyeuse avec une couette à fleurs sur le lit et des rideaux à volants à la fenêtre. Elle ne me pressa pas de questions. Elle vit simplement ma douleur et lui offrit un refuge sûr. Elle m'apporta une tasse de thé chaud et sucré qui réchauffa mes mains tremblantes et une chemise de nuit fraîche qui sentait légèrement la lavande. Vous restez aussi longtemps que nécessaire, Hélène, dit-elle. Sa voix ferme mais gentille. C'est un port sur ici. Cette nuit-là, je restai allongé dans ce lit étranger mais confortable, fixant l'obscurité. Le sommeil était un pays lointain que je ne pouvais atteindre. Mon esprit était un projecteur implacable, rejouant les horreurs de la journée. Le gâteau glissant dans la poubelle. Le visage en pleurs de Chloé en haut des escaliers. Les yeux détournés de David. C'était la scène qui tournait en boucle. Chaque vision plus douloureuse que la précédente. Son silence n'était pas seulement un manquement à l'action. C'était un choix. Un choix délibéré et conscient de me sacrifier pour son propre confort. Il avait regardé l'humiliation publique et crue de sa mère et la colère vicieuse de sa femme. Et il avait choisi sa femme. Il avait choisi la voie de la moindre résistance. Le chagrin était un poids physique sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. C'était un chagrin différent de celui de la mort de François.
Cela avait été une amputation nette et précise. Une douleur née de l'amour et de la perte. Ceci était une blessure sale et purulente, infligée par la seule personne sur terre que je croyais être toujours de mon côté. C'était le chagrin de la trahison. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'épuisement et de tristesse. Je quittais à peine la chambre d'amis. Éléonore m'apportait des toasts et du thé, que je picorais sans appétit. Le choc avait cédé la place à une lassitude profonde, jusqu'aux os. Je me sentais vieille, fragile et complètement vidée. Je ne répondais pas à mon téléphone quand il sonnait, sachant que ce serait David. Ou pire, Sandrine, appelant pour gérer les retombées. Je ne pouvais pas leur faire face. Je ne pouvais faire face à personne. Ma douleur commença à se transformer en autre chose. Une colère froide et dure. Pas la rage chaude et fulgurante que j'avais ressentie sur la terrasse, mais un ressentiment profond, qui couvait lentement. Comment osait-il? Comment osait-il laisser faire ça? J'avais consacré ma vie à lui. Je l'avais bercé pour l'endormir, pensé ses genoux écorchés, l'avais encouragé au match, l'avais soutenu pendant ses études, et l'avais aimé de toutes les fibres de mon être. Et c'était ma récompense? Être jeté comme un déchet pendant qu'il regardait sans rien faire? La colère était un étrange réconfort. C'était un bouclier. Il était plus facile de se sentir en colère que de sentir le poids écrasant du chagrin. Cela me donnait une sorte de force amère. Le 3e jour, Éléonore entra dans ma chambre et ouvrit les rideaux, laissant entrer la lumière vive du matin. Assez de tout ça? Dit-elle doucement mais fermement. Tu ne vas pas les laisser te détruire? Hélène. François ne me pardonnerait jamais si je te laissais dépérir dans cette chambre. Elle avait raison. Se cacher dans le noir n'était pas une solution. C'était une reddition. Je ne sais pas quoi faire. Éléonore, murmurai-je, ma voix rouillée par le manque d'usage. Je n'ai plus rien. N'importe quoi. Se moqua-t-elle. Tu m'as. Moi. Et tu t'as. Toi. C'est plus que suffisant pour commencer. Cet après-midi-là, elle m'aida à faire les premiers pas terrifiants vers la reconstruction d'une vie. Nous nous assîmes à sa table de cuisine avec un ordinateur portable et un téléphone. Nous regardâmes les annonces d'appartements. Les prix me donnèrent le vertige. Mes économies, qui semblaient substantielles lorsque j'avais vendu ma maison, avaient été diminuées en aidant David pour l'acompte de cette même maison des années auparavant, puis par les frais de débarras et de déménagement. Ce qui restait semblait pitoyablement petit. Nous cherchâmes des appartements dans des immeubles calmes et sûrs, du genre avec des concierges et des entrées sécurisées. C'était loin de l'indépendance de ma propre maison, mais c'était un début. Je trouvai un petit 2 pièces dans une résidence pour seniors bien entretenue appelée la résidence des Tilleuls, de l'autre côté de la ville. C'était propre, sans caractère, et, plus important encore, disponible immédiatement. Le loyer était plus élevé que ce que je voulais payer, mais je savais que je ne pouvais pas rester chez Éléonore éternellement. J'ai appelé. Le lendemain, Éléonore me conduisit au rendez-vous. Marcher dans les couloirs anonymes de l'immeuble me parut surréaliste. La gérante, une femme vive et professionnelle, me montra l'appartement. Il était petit, avec des murs beiges et une vue sur le parking. Il était aussi sans âme que la suite que je venais de fuir, mais avec une différence cruciale, il serait à moi. La serrure de la porte serait à moi. Les règles seraient les miennes. J'ai signé le bail. J'ai fait un chèque pour la caution et le premier mois de loyer qui fit trembler ma main. C'était comme un saut immense dans un avenir terrifiant et inconnu.
Le processus de déménagement fut simple et sombre. J'avais une valise et quelques sacs. Éléonore m'aida à acheter quelques produits de première nécessité, un nouveau jeu de drap, quelques serviettes, une cafetière. Nous allâmes dans un dépôt-vente et achetâmes une petite table, 2 chaises, un fauteuil bosselé mais propre, et un simple cadre de lit. Ma nouvelle vie était meublée avec les rebuts de la vie des autres. Le jour de mon emménagement, Éléonore m'aida à monter le lit. Quand nous eûmes fini, elle me serra fort dans ses bras. « Tu m'appelles pour n'importe quoi ?» dit-elle. « N'importe quoi. N'ose même pas te faire oublier. » Quand elle partit, je restai au milieu de mon salon vide. Le silence était absolu. Ce n'était pas le silence paisible de ma vieille maison ni le silence hostile de celle de David. C'était le silence stérile et vide d'une vie qui avait été effacée. Je n'avais aucun souvenir ici. Aucun fantôme. Aucune histoire. J'étais une page blanche. Dans les semaines qui suivirent, je construisis une forteresse. Pas un foyer. J'établis une routine rigide et prévisible, conçue pour tenir le monde à distance. Je déballai mes quelques affaires. La photo de François et moi alla sur la table de chevet. La photo de David enfant, je la rangeai dans un tiroir. Je ne pouvais pas supporter de la regarder. Je commençai à faire plus d'heures de bénévolat à la médiathèque. C'était un refuge. Les livres ne jugeaient pas. Le bourdonnement silencieux de la bibliothèque était apaisant. Je me concentrais sur mes tâches, ranger les livres, aider les usagers à l'ordinateur avec une concentration singulière et intense qui ne laissait aucune place à la pensée ou au sentiment. Mes collègues, des femmes aimables qui me connaissaient depuis des années, remarquèrent le changement en moi. Elles virent la nouvelle tristesse dans mes yeux, la façon dont je n'engageais plus de conversation facile. Elles me laissèrent un espace respectueux. Je n'ai pas contacté David. J'ai effacé son numéro de mon téléphone pour ne pas être tenté dans un moment de faiblesse. Il n'avait pas ma nouvelle adresse. Pour autant qu'il sache, j'avais disparu de la surface de la terre. Cette pensée me procura une satisfaction sombre et amère. Il m'avait rendu invisible. Alors j'allais exaucer son souhait. Je deviendrais un fantôme. Mon cœur s'endurcit. La femme douce et indulgente que j'avais été autrefois avait disparu, enfouie sous des couches de tissu cicatriciel. L'amour, décidé je, était un investissement dangereux et stupide. Il ne rapportait que de la douleur. Mon amour pour mon fils avait été le pilier central de ma vie. Et il l'avait démoli avec son silence. Je ne ferai plus jamais l'erreur de construire ma vie autour de quelqu'un d'autre. Je vivais une vie petite, calme et autonome. Je prenais mes repas seul à ma petite table. Je lisais des livres dans mon fauteuil bosselé. Je regardais les voitures aller et venir sur le parking. J'étais en sécurité. J'étais isolé de la douleur de la trahison. Mais j'étais aussi totalement, complètement seul. La colère qui avait été mon bouclier était aussi devenue ma prison. Elle tenait la douleur à l'écart, mais elle empêchait aussi toute possibilité de joie ou de connexion d'entrée. Un soir, environ 1 an après l'incident, on frappa à ma porte. Je n'avais jamais de visiteur. Mon cœur bondit dans ma gorge. Je me glissai jusqu'à la porte et regardai par le Judas. C'était David. Il avait l'air épouvantable. Il était mince, hagard, avec des yeux sombres et cernés. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux en désordre. Il ressemblait à un homme qui avait été vidé de l'intérieur. Mon premier instinct fut de prétendre que je n'étais pas là. De rester dans le silence jusqu'à ce qu'il s'en aille. Mais mes pieds étaient gelés au sol. Il frappa de nouveau. Plus timidement cette fois.
Maman? Appela-t-il. Sa voix mince et fluette. Maman? Je sais que tu es là. Madame Martin m'a dit où te trouver. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Éléonore. Mon seul lien avec le passé. Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être était-ce une lueur de curiosité morbide. Peut-être était-ce le désir de le voir affronter les conséquences de ses actes. Je déverrouillai le pêne dormant, un son qui fut fort dans l'appartement silencieux, et j'ouvris la porte. Il se tenait là. Encadré par la porte. Un fantôme d'une vie que je ne revendiquais plus. Sa vue ne suscita pas la douleur maternelle à laquelle je me serais attendue. Au lieu de cela, je ressentis un détachement froid et clinique, comme un scientifique observant un spécimen. Il avait vieilli de 10 ans en un an. La confiance polie qu'il portait autrefois comme une seconde peau avait disparu, remplacée par une anxiété désespérée et effilochée. Maman, souffla-t-il. Une vague de soulagement envahissant son visage, comme s'il s'était attendu à moitié à trouver un appartement vide. Est-ce que je peux entrer? Je ne bougeais pas. Je restais simplement là, bloquant l'entrée de mon petit sanctuaire. C'était mon espace, construit sur les cendres de la vie que son silence avait aidé à brûler. Il n'était pas le bienvenu ici. Que veux-tu, David? Demandai-je. Ma voix était plate, dénuée d'émotion. C'était la voix que j'utilisais à la médiathèque pour répondre à des questions factuelles. Il n'y avait aucune chaleur pour lui. Son visage se décomposa à mon ton. Il s'attendait probablement à des larmes, de la colère, ou une grande scène émotionnelle. Il n'était pas préparé à ce vide aride. Je voulais juste te voir. Te parler. Il regarda par-dessus mon épaule dans l'appartement, ses yeux balayant les meubles clairsemés, les murs nus. Il cherchait quelque chose. Peut-être un signe de la mère dont il se souvenait. Mais il n'y avait rien à trouver ici pour lui. C'était la maison d'une étrangère. Nous n'avons rien à nous dire? Dis-je. Les mots étaient simples, vrais et définitifs. Une expression de douleur tordit ses traits. S'il te plaît. Maman. Ne fais pas ça. Il fit un demi-pas en avant. Mais je tins bon. Beaucoup de choses se sont passées. Ma vie. C'est un désastre. J'attendis. Mon silence un mur. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Je n'allais pas le solliciter, ni l'apaiser, ni lui offrir le réconfort qu'il m'avait si facilement refusé. Il prit mon silence comme une permission de continuer. Les mots sortant de lui dans une précipitation désespérée. Tout s'est effondré après ton départ. La culpabilité. Elle m'a rongé. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas me concentrer au travail. J'ai commencé à faire des erreurs, à rater des échéances. Ils m'ont licencié il y a 6 mois. Il fit une pause, attendant une réaction. Je ne lui en donnai aucune. Mon visage resta impassible. Sandrine. Elle n'a pas supporté? Continua-t-il. Sa voix se brisant. Elle ne supportait pas d'être mariée à un raté. Elle disait que j'étais un fantôme dans ma propre maison. Toujours à me morfondre. Toujours perdue dans mes pensées. Elle a dit que l'homme qu'elle avait épousé avait disparu. Il laissa échapper un rire âpre et amer. Elle avait raison. Il avait disparu. Je pensais au gâteau dans la poubelle. À ma propre humiliation publique. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Elle a pris Chloé et a déménagé il y a 2 mois. Dit-il. Sa voix tombant à un murmure. Elle a demandé le divorce. Elle est à Tours avec sa sœur.
Je ne vois Chloé qu'un week-end sur 2. Elle demande de tes nouvelles. La mention de Chloé fut une piqûre vive et inattendue dans le paysage gelé de mon cœur. C'était la seule chose qui pouvait encore m'atteindre. J'imaginais son petit visage triste. Et pendant un instant, la forteresse autour de mon cœur vacilla. Puis je pensais à elle en haut des escaliers, pleurant pour moi alors que je partais. Et le mur se reconstruisit, plus fort qu'avant. Cette douleur faisait partie de son héritage. J'ai tout perdu, maman, dit-il, les yeux pleins de larmes. Mon travail, ma maison. J'ai dû vendre la maison. Je n'avais pas les moyens. J'ai perdu ma fille. J'ai perdu ma femme. Il me regarda enfin dans les yeux. Son regard suppliant. Désespéré. Et je t'ai perdu. Je sais que je t'ai perdu ce jour-là. J'ai été un lâche. Je le sais. J'avais si peur d'elle. De la vie que nous avions construite qui s'effondrait. Que je l'ai laissé détruire la chose la plus importante que j'avais. Il pleurait à chaudes larmes maintenant. Les larmes coulant sur ses joues hagardes. Il ressemblait au petit garçon qui venait me voir avec un genou écorché, attendant un baiser et un pansement pour que tout aille mieux. Mais la femme qui distribuait les baisers et les pansements avait disparu. Il l'avait laissé mourir sur cette terrasse parfaite, juste à côté du canapé à 10 000 euros. Je suis tellement désolée. Maman. Sanglota Théil. Les mots épais et mouillés. Je suis tellement désolée. J'ai eu tort. J'ai été faible. S'il te plaît. Peux-tu me pardonner? S'il te plaît. Laisse-moi rentrer à la maison. Laisse-moi rentrer à la maison. Les mots flottaient dans l'air. Il ne demandait pas seulement le pardon. Il demandait refuge. Il n'avait nulle part où aller. Sa vie parfaite s'était effondrée. Et il revenait en rampant vers les fondations qu'il avait laissé démolir. Il était là non pas par un noble désir de réconciliation, mais par un besoin désespéré et égoïste. Je regardais mon fils, l'homme-enfant pleurant sur mon seuil, et je ne ressentis rien. Pas de pitié. Pas de colère. Pas d'amour. Juste un vide immense et froid. L'espace en moi où se trouvait autrefois mon amour pour lui était maintenant un cratère mort et silencieux. Je pris une inspiration. Ma voix, quand je parlais, était calme et posée. C'était la voix d'un juge rendant une sentence finale. La mère que tu cherches, dis-je. Chaque mot clair et précis. Est morte il y a 1 an. Elle est morte le jour de la fête d'anniversaire de sa petite fille. Tu es resté là et tu l'as regardé mourir. Tu as laissé faire. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Il secoua la tête en murmurant, non. Non. Oh. Si. Continuai-je. Mon regard inflexible. Tu as laissé ta femme jeter son cœur à la poubelle. Puis tu lui as tourné le dos quand elle a été chassée dans la rue. Cette femme a disparu. David. La femme qui t'aurait accueilli à bras ouverts. Qui t'aurait tout pardonné. Tu l'as laissé mourir. Je le regardais. L'épave de l'homme qu'il était devenu. Résultat direct de la faiblesse que je voyais maintenant avoir toujours été là. Je suis quelqu'un d'autre maintenant? Dis-je. Je suis la femme qui a dû apprendre à survivre à cette mort. La femme qui a dû construire une nouvelle vie. Toute seule. À partir des décombres que tu as laissés derrière toi. Et dans cette nouvelle vie, il n'y a pas de place pour toi. C'est ma maison. Pas la tienne. Il me fixa. La bouche bée. Son visage un masque d'incrédulité et d'horreur. La finalité dans ma voix. L'absence absolue de l'amour maternel qu'il avait tenu pour acquis toute sa vie.
le frappait enfin. Il réalisait que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Certaines trahisons laissent une blessure si profonde qu'elle ne peut jamais être guérie. J'ai besoin de toi, murmura-t-il. Son dernier plaidoyer désespéré. Tu avais besoin de moi il y a 1 an? Répondis-je. Ma voix aussi froide que la tombe. Et tu es resté silencieux. Sur ce, je fermai lentement, délibérément, la porte sur son visage. Le loquet s'enclencha avec un son lourd et final. J'appuyai mon front contre le bois frais de la porte, écoutant. Je pouvais entendre un seul sanglot rauque de l'autre côté, puis le bruit de ses pas traînant alors qu'il s'éloignait. Je ne bougeai pas pendant un long moment. Je restais là, dans le calme de mon petit appartement sûr, une forteresse que j'avais construite pour une seule personne. La victoire, si on pouvait l'appeler ainsi, semblait creuse. Il n'y avait pas de triomphe, pas de satisfaction. Il n'y avait que la vérité silencieuse et douloureuse. J'avais survécu. J'étais en sécurité. Mais j'étais seule. Je me dirigeais vers la fenêtre et regardais le parking. Le soleil se couchait. Tout comme ce jour-là. J'étais à l'abri de la douleur de la trahison. Mais j'étais aussi coupée de la chaleur de l'amour. Le silence de mon fils avait créé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Et ma propre survie avait nécessité que je construise un mur autour de ce vide, enfermant le néant en moi pour toujours. La cicatrice de sa trahison ne s'effacerait jamais. Elle faisait partie de moi maintenant. Un rappel constant et silencieux du jour où mon fils est resté là sans rien dire. Et ce faisant, a tout dit.